Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Je suis biochimiste. Je travaille dans un laboratoire où tout est contrôlé, documenté et reproductible. Vous concevez une expérience. Vous tenez compte des variables. Vous mesurez les résultats. Vous établissez des bases de référence. Vous effectuez des contrôles, et quand quelque chose ne se comporte pas comme le modèle le prédit, vous ne contestez pas le résultat. Vous l'acceptez. Vous mettez à jour votre compréhension. Vous avancez avec de meilleures données. Je dis cela parce que beaucoup de gens qui entendent cette histoire pensent que j'ai mal géré les choses. Trop froid, disent-ils. Trop calculateur. Trop dépourvu d'émotion pour ce qui était, sur le papier, la chose la plus dévastatrice qui puisse arriver à une personne. Et peut-être que selon certains critères auxquels je n'ai jamais souscrit, ils ont raison. Peut-être étais-je censé crier, ou pleurer, ou essayer de recoller les morceaux, ou faire quelque chose qui, de l'extérieur, ressemblait à quelqu'un vivant une catastrophe. Mais voici ce que je sais de mes années de travail avec des systèmes contrôlés. Quand une expérience échoue, l'échec se fiche de ce que vous ressentez à son sujet. La contamination est ce qu'elle est. Le résultat est ce qu'il est. Vous ne restaurez pas un ensemble de données compromis en souhaitant qu'il soit différent. Vous le documentez. Vous le fermez. Vous en commencez un nouveau. Mon mariage a échoué. Ma famille a échoué. Pas de cette manière lente et ambiguë dont se produisent la plupart des échecs, où l'on peut débattre de la cause et attribuer une part de responsabilité dans toutes les directions. Il a échoué proprement, complètement, avec une documentation complète. Les résultats étaient concluants. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement mis fin à l'expérience. Le jour où je l'ai découvert était un mardi de début octobre. Authentiquement et agressivement banal, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je me souviens que le trajet de retour était meilleur que d'habitude. La circulation était plus fluide qu'un mardi n'avait le droit de l'être. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence à la station sur Ridgeline, debout dans l'air frais à pomper le carburant, en me demandant si je voulais cuisiner ou juste commander quelque chose. J'ai opté pour des pâtes. Quelque chose avec des tomates fraîches et peut-être cette bonne huile d'olive que nous étions en train d'utiliser. Je me souviens d'avoir pensé spécifiquement au dîner parce que je veux que vous compreniez à quel point tout était normal. À quel point c'était complètement, banalement, de manière offensante, normal. Léna était assise à la table de la cuisine quand je suis entré. Elle ne cuisinait pas, n'était pas sur son téléphone, ne regardait rien sur son ordinateur portable, ne feuilletait pas de magazine et ne faisait aucune de ces petites choses routinières qu'elle ferait normalement à 18h30 un mardi. Juste assise là. Les mains posées à plat sur la table. Le regard fixé dans le vide, comme si elle regardait quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges, légèrement gonflés. Ce gonflement particulier qui s'installe après avoir pleuré un moment. Mais elle ne pleurait plus. Elle avait déjà passé cette étape quelque part avant mon arrivée. Elle l'avait fait seule. Elle a levé les yeux quand j'ai posé mon sac. Il faut qu'on parle. Cette phrase. Tout le monde connaît cette phrase. Elle a une gravité spécifique dès la seconde où quelqu'un la prononce. Un poids qui atterrit avant même que la phrase ne se termine. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte de la cuisine et j'ai attendu, car ce qui allait suivre avait clairement été répété. Je pouvais le voir dans son immobilité. Elle était restée assise avec ça toute la journée. Je suis enceinte. Mon cerveau a fait les calculs avant que je puisse l'arrêter. Le timing, les mathématiques. Nous n'essayions pas activement, mais nous ne faisions pas particulièrement attention non plus, et j'avais toujours présumé qu'à un moment donné de notre mariage, le sujet serait abordé sérieusement. Nous avions 34 ans. C'était raisonnable. Ces choses arrivent aux gens qui ne le prévoient pas. Mon premier instinct a été pratique. Depuis combien de temps? Que veut-elle faire? À quoi pensons-nous? J'ai ouvert la bouche pour demander tout ça, les questions logiques suivantes que tout mari pose à sa femme. Elle ne m'a pas laissé faire. C'est de calme. Voici ce que personne ne vous dit sur le vrai choc, le vrai, celui pour lequel votre corps n'a aucun cadre de référence. On ne ressent rien. Les films se trompent complètement. Ils montrent la caméra qui tourne, la musique qui s'intensifie, les genoux qui flanchent, l'effondrement émotionnel. C'est du drame.
Ce qui se passe réellement dans la vraie vie quand votre cerveau reçoit une information pour laquelle il n'a pas de dossier, c'est qu'il s'arrête, tout simplement. Il y a une pause. Pas un silence, mais une sorte de blocage interne. Un curseur qui tourne là où une réponse devrait être. Je me tenais là, dans ma propre cuisine, et mon cerveau ne pouvait tout simplement pas classer ce que je venais d'entendre parce que je n'avais jamais, dans toute l'architecture de ma vie, créé le dossier intitulé « Ta femme est enceinte du bébé de ton frère ». Callum. Mon jeune frère, 31 ans à l'époque. Il s'était tenu à mes côtés à notre mariage. Il avait mangé à la table de notre cuisine probablement 40 fois au cours de notre mariage. Lui et moi avions regardé des matchs de play-off sur le canapé du salon. Je lui avais prêté de l'argent 2 fois, les 2 fois sans lui demander de me rembourser, parce que c'est ce que font les grands frères. Je n'ai rien dit. Le blocage a duré quelques secondes. Léna a continué à parler. Ça dure depuis quelques mois. Elle l'a dit d'un ton neutre, répété. Je le garde. Une autre pause. Puis la chose qui a tranché à travers tout le reste. Et avant que tu ne le demandes, tes parents sont au courant. Nous avons eu une réunion hier. Elle l'a annoncé de la manière dont quelqu'un lit des conditions générales, de manière clinique, plate, complètement vidée de tout ce qui pourrait inviter à une réponse émotionnelle. Elle avait répété ça. Le ton autant que les mots. La prestation neutre. La façon dont vous pratiquez un discours qui vous terrifie jusqu'à ce que vous en ayez usé l'émotion. J'ai trouvé des mots. Qui était à cette réunion? Callum, ta mère et ton père. Pas moi. Non, pas toi. J'ai marché jusqu'au salon. Mes jambes bougeaient bien. Tout dans mon corps fonctionnait avec une normalité totale, ce qui semblait étrange et d'une certaine manière incorrect, comme si recevoir cette information devait coûter plus cher que cela n'en avait l'air. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie avec le même enjouement qu'à son habitude. Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée? Pas trop de circulation? Je sais, ai-je dit. L'enjouement s'est dissipé instantanément. Il y a eu une pause. Pas la pause de quelqu'un de surpris, mais la pause de quelqu'un qui anticipait exactement cet appel. Qui s'y préparait depuis que la réunion s'était terminée la veille et que tout le monde était rentré chez soi pour attendre. D'accord, a-t-elle dit lentement. Puis encore, d'accord, écoute. Nous devons parler de ça en famille. Ces choses-là, c'est compliqué. Je sais que ça l'est. Mais on surmonte les choses compliquées. La famille surmonte les choses ensemble. C'est ce que fait la famille. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Dis-lui qu'on va s'asseoir. Qu'on va arranger ça. Ton père est juste là, a dit ma mère. Nous voulons nous asseoir ensemble, nous tous, et régler ça. Ensemble, ai-je dit. Vous 4 avez déjà réglé ça ensemble sans moi. Ce n'est pas. Nous essayons de. Ce qui était mieux pour tout le monde, ai-je terminé. Elle n'a pas répondu à cela. Tout le monde sauf moi, ai-je dit. J'ai raccroché. Léna se tenait dans l'encadrement de la porte entre la cuisine et le salon, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas totalement déchiffrer. Quelque part entre la culpabilité et le calcul. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. 6 ans de mariage. 6 ans de ce que j'avais compris être un véritable partenariat fondé sur une connaissance réelle de l'autre. 6 ans de ce dont j'avais été, apparemment, le seul véritable participant. On peut vivre toute sa vie entouré de gens qui sont des étrangers. Rien, ai-je dit. Je suis passé devant elle pour aller dans la chambre, j'ai descendu mon vieux sac de sport de l'étagère du haut du placard, et j'ai commencé à faire mes affaires méthodiquement. J'y ai réfléchi de la même manière que je réfléchirais à la préparation d'un voyage d'affaires. De quoi ai-je réellement besoin? Des vêtements pour une semaine. Mon ordinateur portable et son chargeur. Le dossier du classeur où je gardais les documents importants. Acte de naissance, passeport, carte d'assurance à mon nom uniquement. Les dossiers qui prouvaient que j'existais indépendamment de quiconque. Brosse à dents, déodorant. Les choses dont on a besoin pour être fonctionnel dans le monde. Léna m'a suivi. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre et sa voix a commencé à changer, augmentant en hauteur et en vitesse. La panique s'installant alors qu'elle comprenait que je ne faisais pas les 100 pas pour chercher quelque chose à dire.
Je partais vraiment. Nous devons en parler. Tu ne peux pas juste. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux t'éloigner sans. J'ai fermé la fermeture éclair du sac, je l'ai pris et je suis passé devant elle. Elle a attrapé mon bras dans le couloir. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée sur le mot. S'il te plaît, dis juste quelque chose. Crie-moi dessus. Dis-moi que je suis horrible. Dis-moi que tu me détestes. Traite-moi de tous les noms. Dis juste quelque chose. Dis n'importe quoi. J'ai regardé l'endroit où sa main était posée sur ma manche, puis son visage. Elle voulait une réaction. Ils voulaient tous une réaction. Elle, Callum, mes parents, tous ceux qui s'étaient assis à une table la veille et avaient décidé comment gérer la situation. Ils attendaient ma réponse. Ils avaient probablement passé en revue les possibilités. La rage, les larmes, les ultimatums, les négociations désespérées. Ils voulaient que je me batte pour une place à une table à laquelle je n'avais pas été invité. Ils voulaient que je sois émotif parce que l'émotion est gérable. Être émotif signifie que l'on est toujours engagé dans le système. Je me suis dégagé de son emprise, j'ai pris mes clés sur le crochet près de la porte et je suis sorti. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, j'ai reculé hors de l'allée. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir sur le pas de la porte, le téléphone déjà à l'oreille. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je ne sois sorti du pâté de maison. Maman. Rejeté. Papa. Rejeté. Léna. Rejeté. Callum. J'ai regardé son nom sur l'écran pendant un long moment. Rejeté. Il tournait en boucle, chacun d'eux essayant à tour de rôle, puis tout recommençait depuis le début. L'écran s'allumait et s'éteignait selon un motif frénétique, comme une machine enregistrant une erreur qu'elle ne sait pas comment effacer. J'ai roulé pendant 20 minutes sans m'arrêter. Le téléphone vibrait constamment dans le porte-gobelet. Quand je me suis enfin garé sur le parking d'une station-service et que je me suis assis là, moteur tournant, le décompte était de 15 appels manqués, 8 messages vocaux, et une colonne de SMS qui s'empilait plus vite que je ne pouvais les suivre. Rappelle-moi s'il te plaît. Nous devons en parler. Ne fais rien de précipité. Tu es bouleversé, je comprends, mais on est une famille. Une famille. J'ai ouvert mes paramètres. La sonnerie continuait autour de moi, l'écran affichait des noms clignotants, mes mains étaient complètement immobiles. Je n'ai jamais été de ma vie plus certain de ce que j'allais faire. J'ai maintenu mon pouce sur le contact de ma mère. L'option est apparue, bloquée. Confirmé. Mon père, Callum, Léna. Bloqué, bloqué, bloqué. J'ai continué à partir de là, méthodique, minutieux, passant en revue chaque contact que j'avais. Les tantes et les oncles qui prendraient leur parti et les cousins qui feraient leur rapport. Les vieux amis de la famille qui se sentiraient obligés d'être des médiateurs, qui essaieraient de me ramener dans une négociation que j'avais déjà refusée. Tout le réseau qui me connectait à ces gens, je les sectionnais, contact par contact, jusqu'à ce que le téléphone devienne silencieux. Le silence fut absolu et immédiat. Ensuite, j'ai appelé mon opérateur, j'ai passé le système automatisé pour avoir une vraie personne, et je lui ai dit que j'avais besoin de changer de numéro ce soir. Elle a demandé si elle pouvait savoir pourquoi. J'ai dit non. Elle a dit qu'elle pouvait traiter ça. Le nouveau numéro serait actif dans les 2 heures. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai conduit jusqu'à un hôtel pour séjour prolongé à l'autre bout de la ville et j'ai payé en espèces pour une semaine. L'employé m'a glissé une carte magnétique sans poser de questions. Chambre 207. Un lit avec trop d'oreillers. Une reproduction encadrée générique sur le mur qui aurait pu être n'importe quel paysage, n'importe où. Je me suis assis sur le bord du matelas et j'ai fixé mon téléphone. 2 heures et quelques avant que je ne devienne injoignable. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fait des listes à la place. Le deuxième jour a commencé avant 6 heures. J'ai appelé mon bureau avec le nouveau numéro que j'avais fait activer pendant la nuit et j'ai laissé un message vocal à mon superviseur avant que quiconque n'arrive. Congé personnel, 3 semaines accumulées. Situation familiale, je serai de retour. Il m'a rappelé dans l'heure, n'a pas fouiné, m'a dit de prendre le temps dont j'avais besoin. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. À 10 heures, j'étais assis en face d'une spécialiste bancaire, pas un guichetier,
un spécialiste en lui expliquant que j'avais besoin d'ouvrir un nouveau compte individuel et de transférer des fonds de mon compte joint existant. Elle a demandé si mon épouse était au courant. Je lui ai dit que nous nous séparions et que je prenais exactement la moitié, ce qui était légalement mon droit. Elle a imprimé les formulaires. J'ai signé. À midi, mon salaire était redirigé et la moitié de chaque dollar que nous avions partagé existait sur un compte portant mon nom seul. Propre, mathématiquement équitable, incontestable. J'ai ensuite appelé la compagnie d'assurance, j'ai retiré l'ENA du régime de santé et de l'assurance automobile, avec effet immédiat. Le représentant a demandé si je préférais attendre que le divorce soit finalisé. J'ai dit non. Retirez-la aujourd'hui. Quand ce fut fait, je me suis assis dans ma voiture et j'ai sorti les registres de propriété sur mon téléphone, la maison. Je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage, avec mon crédit, mon nom sur l'acte de propriété. Nous l'avions refinancé ensemble après le mariage, mis à jour le prêt, et j'avais toujours eu l'intention d'ajouter son nom au titre. Je n'ai juste jamais pris le temps de le faire. 2 ans à avoir l'intention de le faire et à ne jamais y arriver. J'ai regardé mon nom seul sur le registre de propriété. Quelle chance! J'ai cherché des cabinets d'avocats en droit de la famille pendant 40 minutes avant de trouver ce que je cherchais. Le cabinet le plus cher de la ville. Des fenêtres du sol au plafond. Des meubles qui annonçaient le tarif horaire. Le genre de cabinet qui s'occupe de clients ayant besoin de résultats sans commentaire continu. L'avocate avait la cinquantaine, un tailleur impeccable, un regard encore plus vif, la compétence particulière de quelqu'un qui a entendu toutes les versions de l'histoire et n'a pas besoin qu'on lui explique 2 fois. Elle a écouté tout le récit sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé une question. Que voulez-vous? Un divorce, propre. Elle ne garde rien au-delà de ce que la loi exige qu'elle obtienne, ce qui, au vu de la situation de la propriété, n'est rien. La maison est à moi, le titre le confirme. Pas de pension alimentaire, pas de séance de médiation. Aucune communication qui ne passe pas par votre bureau. Elle a pris des notes. Votre frère, vos parents? Non pertinent pour la procédure de divorce. Elle a levé les yeux de son bloc-notes. Ça va coûter cher. Je me fiche du coup. Une pause. La plupart des gens qui viennent ici veulent une sorte de conclusion, une conversation, quelque chose qui reconnaisse ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, j'ai besoin que les documents soient déposés. Elle m'a observé un instant. L'expression de quelqu'un qui décide qu'il va être facile de travailler avec un client. Puis elle a hoché la tête. Je peux travailler avec ça. Donnez-moi 48 heures. Le 4e jour, j'étais dans la chambre d'hôtel en train de classer les documents de mon dossier quand mon téléphone a vibré. Nouveau numéro, 3 contacts, mon patron, mon avocate, la réception de l'hôtel. Avocate. Les documents sont déposés. Un huissier les a livrés il y a 1 heure. Requête en divorce et avis d'expulsion de 30 jours. La maison est légalement à vous. Elle a 1 mois pour libérer les lieux. Bien. Elle va vouloir vous parler. Non. Votre famille contactera mon cabinet. Renvoyez-les aux documents. N'engagez pas la conversation avec eux. Compris. Une pause. Vous êtes très calme par rapport à tout cela. J'ai pris une décision. Maintenant je l'exécute. Elle a presque ri. Un son discret, surpris. La plupart des clients s'effondrent à ce stade. La paperasse rend les choses réelles. C'était déjà réel. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à supprimer. Facebook, pas désactivé, complètement supprimé. Instagram, LinkedIn, toute plateforme sociale qui me connectait à qui que ce soit de mon ancienne vie. Mon adresse email personnelle, le compte lié à chaque partie de cette vie-là. J'ai changé le code d'accès par une chaîne de caractères aléatoires que je n'ai fait aucun effort pour mémoriser. Puis j'ai supprimé les options de récupération une par une, m'enfermant à l'extérieur de manière permanente et intentionnelle. J'ai créé une nouvelle adresse email de toutes pièces, avec un format de nom différent, professionnel et propre, détaché de tout ce qui a précédé. 3 heures de travail. Une identité numérique entière effacée. Les appels du mercredi sont devenus une habitude. Mon avocate appelait tous les mercredis après-midi avec des mises à jour, brèves et cliniques, 10 minutes.
J'en suis venu à les considérer comme les rapports de suivi des expériences à long terme, des contrôles programmés sur un processus déjà en cours, ne nécessitant pas mon intervention, juste mon attention. Deuxième semaine. Lena était venue au cabinet en personne. Callum était également venu séparément. Tous deux voulaient me parler directement. Troisième semaine, mes parents avaient envoyé une lettre formelle demandant une médiation familiale. Le divorce se poursuit comme déposé, aucune médiation. Quatrième semaine. Callum avait envoyé une lettre manuscrite, 7 pages. Déchiquetez-la. Une pause. Vous êtes sûr? Totalement. Elle est restée silencieuse un moment avant de répondre. Très bien. Je pouvais voir qu'elle voulait dire autre chose. Elle ne l'a pas fait, ce que j'ai apprécié. J'ai trouvé un appartement la semaine suivante, à Albuquerque. Assez loin pour représenter une vraie rupture, assez près pour que je puisse demander un transfert interne au sein de mon entreprise sans perdre mon ancienneté ni mes avantages. J'ai postulé en ligne, la vérification de solvabilité est revenue vierge, j'ai signé le bail à distance. 2 semaines avant l'emménagement. J'ai chargé ma voiture un dimanche matin avant l'aube. Tout ce que je possédais et qui comptait tenait en un seul chargement. Un sac de sport, 2 boîtes, la sacoche de mon ordinateur portable. Quand on doit réellement choisir quoi emporter, on réalise à quel point ce qu'on a accumulé ne représentait que la vie que l'on jouait, plutôt que celle que l'on vivait vraiment. J'ai pris la route alors que le ciel commençait à peine à rosir. Pas de radio, pas de podcast, juste le bruit de l'autoroute et mes propres pensées, qui étaient plus silencieuses que je ne m'y attendais. Plus claires. Au bout de 3 heures de route, je suis passé devant un panneau d'affichage pour une salle de réception. Une grande image sur papier glacé d'une famille multigénérationnelle riant autour d'une table, créer des souvenirs ensemble. En lettres cursives. J'ai regardé le tableau de bord. 15 octobre, Thanksgiving dans 5 semaines. Ils allaient déjà le planifier. Essayer de comprendre comment gérer le plan de table. Quoi dire? S'il fallait mettre ma chaise ou l'enlever complètement. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai continué à rouler. Ils trouveraient bien une solution. Ils avaient très bien géré tout le reste sans moi. Albuquerque est plate, couleur rouille, et ne ressemble en rien à ce que j'ai connu auparavant. C'était exactement pour ça que je l'avais choisi. Mon nouveau superviseur à la succursale était quelqu'un de discret qui m'a demandé, lors de mon premier jour, ce qui m'avait amené au Nouveau-Mexique. J'ai répondu, un nouveau départ. Il a hoché la tête et est passé au briefing du projet. Les gens font ça. Ils sentent un mur et ils le respectent, surtout dans un contexte professionnel. Personne ne veut être celui qui a insisté quand il ne le fallait pas. J'ai trouvé une salle de sport accessible à pied depuis l'appartement. J'ai trouvé un café à 2 rues dans l'autre direction qui faisait un espresso véritablement bon. Et j'ai trouvé une thérapeute, ce qui était mon idée, pas la suggestion de qui que ce soit. Je suis un scientifique. Je comprends l'intérêt de surveiller les systèmes de manière proactive plutôt que d'attendre que quelque chose se brise. J'avais traversé un événement important et je voulais m'assurer que je le traitais correctement, que je ne supprimais pas par inadvertance quelque chose qui referait surface de manière désastreuse plus tard. Vous avez l'air très organisé par rapport à tout cela, a dit ma thérapeute lors de notre première séance. Elle avait une façon de parler prudente et mesurée que j'ai tout de suite trouvé crédible. Je suis un scientifique. L'organisation, c'est mon domaine. Même avec les traumatismes? Surtout avec les traumatismes. Le traumatisme, c'est juste des données pour lesquelles vous n'avez pas encore le bon cadre de référence. Elle a pris une note. Nous avons continué à nous voir. La question sur laquelle elle revenait le plus souvent lors de ses premières séances était de savoir si je ressentais de la colère. Je lui répondais systématiquement que ce que je ressentais, c'était de la clarté. Elle a trouvé cela intéressant. Elle a demandé une fois si la clarté et la colère pouvaient coexister, si je pouvais utiliser l'une comme un contenant pour l'autre. J'y ai réfléchi, vraiment réfléchi. Je lui ai dit que je ne le pensais pas. Je lui ai dit que la colère implique qu'il y a une version des événements que l'on aurait souhaité voir se dérouler différemment. Et j'avais déjà accepté que ce n'était pas le cas. La situation était ce qu'elle était. Les données étaient ce qu'elles étaient. La colère, c'est quand on essaie encore de contester le résultat. Elle a noté des choses. Novembre. Elle m'a posé des questions sur les fêtes. Thanksgiving est la semaine prochaine.
Qu'avez-vous prévu? Faire du bénévolat dans un refuge le matin, prendre un repas à emporter ensuite. Je regarderai probablement un match. Votre famille vous attendra. Ils peuvent attendre ce qu'ils veulent. Est-ce que ça vous dérange? Non. Elle a attendu, à la manière des thérapeutes, laissant de la place au cas où je voudrais la remplir. Je ne l'ai pas fait. Le matin de Thanksgiving, je me suis présenté au refuge communautaire à 6 heures du matin et j'ai travaillé à la chaîne de distribution de repas jusqu'à 14 heures. J'ai travaillé à côté d'une femme nommée Gloria, qui faisait ça depuis 11 ans et qui avait beaucoup d'opinions sur tout. Et d'un étudiant prénommé Reban, qui était là pour un crédit d'apprentissage par le service mais qui semblait vraiment s'y investir. Les gens qui passaient dans la file avaient faim et étaient sincèrement reconnaissants. Aucune performance là-dedans, aucun calcul, juste du besoin et de la reconnaissance. Quelque chose dans cette simplicité semblait clarifiant, presque médicinal. J'ai pris un plat chinois à emporter sur le chemin du retour, j'ai mangé sur le canapé, j'ai regardé un match dont je me souciais peu, et je me suis endormi avant 22 heures. C'était la fête la plus paisible que j'ai passée depuis des années. Je ne dis pas ça pour faire de l'effet, je le dis factuellement. J'ai découvert à quoi avait ressemblé leur Thanksgiving environ 3 mois plus tard. Je me tenais dans mon café un mardi matin quand quelqu'un a prononcé mon nom derrière moi. Je me suis retourné et il m'a fallu une seconde pour situer le visage. Puis je l'ai reconnu, Donovan. Un ami d'université, dont j'avais été proche pendant quelques années au cours du premier cycle. Puis on s'était éloigné de la manière dont les gens le font quand ils ne sont plus au même endroit. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. J'essaie de te trouver depuis des mois, a-t-il dit. Il avait l'air sincèrement troublé. Tu as simplement disparu, complètement disparu. Sais-tu à quel point il est difficile de te trouver en ce moment? J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. Il s'est assis et s'est penché en avant comme s'il avait des dépêches à me livrer. Ta famille n'a absolument aucune idée d'où tu es. Ta mère perd la tête, mec. Elle perd vraiment la tête. Je les ai tous vus à Thanksgiving. C'était brutal. Elle avait mis un couvert pour toi à table. Un couvert complet. Ton père n'a pratiquement pas parlé de tout le repas et je suis presque sûr qu'il a bu la plus grande partie d'une bouteille de bourbon. Personne ne savait quoi se dire. C'était comme aller à un dîner lors d'un enterrement. D'accord, ai-je dit. Il m'a dévisagé. D'accord? C'est sérieusement tout ce que tu trouves à dire? Que aimerais-tu que je dise? Je ne sais pas, quelque chose, n'importe quoi. C'est ta famille. Il l'était. Les gens disent que tu es simplement parti. Pas d'explication, pas d'au revoir, rien. C'est exact. Pourquoi? J'ai réfléchi à ce que je devais lui dire et j'ai décidé de lui en dire juste assez. Ma femme était enceinte du gamin de mon frère. Mes parents l'ont découvert et ont organisé une réunion, eux quatre, pour savoir comment gérer la situation. Personne ne m'a appelé en premier. Je l'ai appris par Lena le lendemain soir dans notre cuisine. Alors je suis parti. Le visage de Donovan est passé par plusieurs étapes en une succession rapide. Le choc, la compréhension, quelque chose ressemblant à une véritable horreur. Et puis ce que j'avais anticipé, la tentative de recadrer ce que j'avais fait. C'est tordu. Je suis désolé, mec, sincèrement, mais tu aurais pu te battre pour quelque chose, essayer d'arranger les choses. Il y avait peut-être une voie possible. Arranger quoi, exactement? Je ne sais pas. Une voie pour avancer. Quelque chose. Il n'y avait pas de voie pour avancer. Il y avait une décision qu'ils avaient déjà prise. Quand même, la famille c'est la famille. Je l'ai regardé avec calme. Vraiment? Il s'est agité sur sa chaise. Ton frère a perdu son travail, a-t-il proposé comme si c'était une information que je voudrais avoir. Le mot a circulé, les gens parlent. Tant mieux pour eux. Ça ne t'importe pas du tout? Pourquoi cela m'importerait-il? Il s'est adossé et m'a regardé de la façon dont on regarde quelque chose qu'on reconnaît mais qu'on n'arrive pas tout à fait à placer dans le bon contexte. Tu es différent. Je vais mieux. Tu te fiches même de ce qui leur arrive. Je ne pense pas assez à eux pour m'en soucier. Il s'est levé lentement. C'est froid, mec, même compte tenu de ce qu'ils t'ont fait. Peut-être. Est-ce que tu reviendras un jour? Non.
Il est parti avec l'expression de quelqu'un qui avait eu une conversation à laquelle il ne pourrait s'empêcher de penser. Le regard troublé de quelqu'un confronté à une réponse pour laquelle il n'avait pas de catégorie. Son message est arrivé 20 minutes plus tard. Il avait apparemment trouvé mon numéro via ma page professionnelle LinkedIn, que j'ai par la suite fait supprimer. Je n'aurais pas dû insister tout à l'heure. Mais ils sont vraiment en train de s'effondrer. Ta mère n'arrive pas à dormir. Ton père a l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis le printemps. Je sais que tu as dit que tu t'en fichais. Je voulais juste te demander une fois. Tu ne ressens vraiment rien? J'ai fixé le message pendant un moment. Puis j'ai répondu, je me sens bien. C'est tout l'intérêt de la chose. Et je l'ai bloqué. L'appel du mercredi de mon avocate de cette semaine-là avait un type de mise à jour différent. Votre femme a accouché, c'est une fille. Je suis légalement tenu de vous en informer étant donné que vous étiez marié au moment de la conception. J'étais à mon bureau. J'ai fait pivoter ma chaise pour faire face à la fenêtre. La ville, plate et aride, s'étendait jusqu'à tous les horizons. Je ne suis pas sur l'acte de naissance. Correct. Votre frère est listé comme étant le père. Alors cela ne me concerne pas, une pause. Elle a inclus une photographie dans le dossier. Je suis resté avec ça un instant. J'ai vérifié en moi-même de la façon dont on vérifierait une jauge, attendant de voir s'il y avait une indication que j'avais manqué. Il n'y en avait pas, déchiqueté là. Compris. Il y a autre chose. Votre père a eu un épisode cardiaque mineur. Il s'en est remis. Votre mère a trouvé l'adresse de mon bureau d'une manière ou d'une autre et a envoyé une lettre. Est-il décédé? Non. Alors ça ne me concerne pas pour l'instant. Une autre pause. Vous comprenez comment cela est perçu? Oui. Je ne suis pas froid, j'en ai fini. Il y a une différence. C'est noté dans le dossier, a-t-elle dit, et nous avons raccroché. Ce soir-là, j'ai parlé à ma thérapeute de Donovan, de l'échange au café, du couvert vide, du bourbon. Il a dit que vous étiez extrême, que la famille, c'est la famille. Qu'en pensez-vous? Je pense que la famille est un choix. Chacun d'entre eux a fait un choix. Moi aussi. Avez-vous des regrets? J'y ai réfléchi, j'y ai vraiment réfléchi. Pas le non-réflexe, mais la vraie version de la question. Seulement de ne pas avoir vu qui ils étaient plus tôt. Elle a fermé son carnet. Je pense que nous pouvons passer à des séances mensuelles. Vous traitez cela d'une manière véritablement saine. Vous ne fuyez pas quelque chose, vous courez vers quelque chose de meilleur. Il y a une différence significative ici et vous êtes du bon côté. Je suis sorti plus léger que je n'étais entré. 6 mois après mon départ, le divorce a été prononcé. Mon avocate a appelé un jeudi, rompant avec le schéma du mercredi. C'est fait. Votre ex-femme a quitté la propriété. La maison a été vendue la semaine dernière, clôture à distance comme vous l'aviez demandé. Votre part est en train d'être virée sur votre compte. Bien. Elle a emménagé avec votre frère, ils sont chez vos parents. J'étais à mon bureau. Je me suis de nouveau tourné vers la fenêtre. D'accord. C'est tout? Que pourrait-il y avoir d'autre? Elle a expiré. Rien, je suppose. Je vous enverrai les documents finaux. J'ai raccroché et je suis retourné au séquençage de protéines que j'étais en train d'exécuter avant qu'elle n'appelle. La science est patiente. Elle se moque des interruptions. Elle est juste là, à vous attendre quand vous y retournez. J'aimais ça chez elle. J'avais toujours aimé ça. Décembre est arrivé vite. Le laboratoire a organisé une fête de fin d'année. Volontaire, avec une véritable absence de pression, les gens s'y présentaient parce qu'ils en avaient envie, pas par obligation. J'y suis allé. J'ai bu 2 bières. J'ai passé environ 40 minutes dans une véritable conversation avec une femme du département d'immunologie nommée Dr Ferry au sujet de ses recherches actuelles, qui étaient suffisamment intéressantes pour que j'oublie de vérifier l'heure. Nous avons échangé nos numéros avant la fin de la soirée. La semaine de Noël, un groupe informel d'entre nous qui n'avions pas de famille à proximité a organisé ce que quelqu'un a appelé un Noël d'orphelin dans un appartement à l'autre bout de la ville. Repas partagé, mauvais film, jeu de cartes jusqu'à minuit. J'ai apporté une tarte du supermarché. Personne ne se souciait qu'elle ne soit pas faite maison,
C'était tout l'intérêt de cet arrangement. Pas de performance, pas d'attente, juste des gens qui avaient choisi de passer la soirée ensemble et qui en avaient sincèrement envie. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là, en ayant un peu chaud et plus qu'un peu satisfait. J'ai dormi jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Le meilleur Noël dont je me souvienne avoir eu. Février, un email de Donovan, que j'avais apparemment omis de bloquer sur toutes les plateformes. Et, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi et je le comprends, mais j'ai pensé que tu devrais savoir, tes parents ne vont pas bien. Ta mère est sous médicaments. Ton père a eu un autre problème cardiaque, pas majeur, ont-ils dit. Mais quand même. Ils ont l'air d'avoir pris une décennie en 6 mois. Ton frère et Lena se disputent constamment. Le bébé est réveillé toute la nuit, tout le monde est misérable et épuisé. C'est un désastre. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Il était suffisamment éloigné pour représenter un faible enjeu, et j'ai réalisé qu'il fonctionnait comme une sorte de système de surveillance passif. Des informations que je n'avais pas cherchées mais que je n'avais pas besoin de bloquer. Suffisamment distantes pour être sans danger. Quelques semaines plus tard, une université près de mon appartement a organisé une conférence publique sur les techniques de préservation biochimique des documents historiques. Le genre de sujet transversal qui attire un petit public spécifique de personnes trouvant cela véritablement intéressant, plutôt que de s'y rendre pour faire du réseau. J'y suis allé parce que j'étais curieux. Vers la fin de la réception, une femme a entamé une conversation avec moi sur les défis pratiques de la dégradation des protéines dans les environnements d'archives. Et nous étions en train de discuter depuis 45 minutes avant que je ne pense à lui demander ce qu'elle faisait dans la vie. Petra, archiviste de musée. Elle était venue parce qu'elle travaillait avec ces matériaux professionnellement et voulait entendre comment un biochimiste abordait ce à quoi elle était confrontée tous les jours. Nous avons pris un café après la conférence, et avons parlé pendant encore 2 heures. Elle était calme, d'une manière qui semblait authentique plutôt que cultivée, réfléchie sans jouer à l'être. Elle posait de bonnes questions et écoutait les vraies réponses au lieu d'attendre son tour pour parler. Nous avons échangé nos numéros à la fin, sans aucune promesse si ce n'est celle de reprendre un café. Au 3e rendez-vous, elle m'a demandé pourquoi j'avais atterri à Albuquerque. Je lui ai tout raconté. Le récit complet. Lena, la grossesse, Callum, la réunion qui s'était déroulée sans moi, mon départ, le processus méthodique de démantèlement. Je n'ai pas joué la comédie, ni minimisé, ni façonné l'histoire pour une réception particulière. Je lui ai juste raconté ce qui s'était passé dans l'ordre. La façon dont on présenterait des résultats. Elle a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu terminé, elle a posé 2 questions. Penses-tu qu'un jour tu te réconcilieras avec eux? Non. Est-ce que tu les détestes? Non. Je n'ai juste plus de place pour eux. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas essayé d'arranger les choses, de les recadrer, ni de suggérer doucement que peut-être le temps changerait ma perspective. Elle l'a simplement compris. Elle l'a accepté comme étant mon point de vue et n'a pas contesté les données. Nous avons continué à nous voir. Le printemps a apporté une promotion, biochimiste principal, une portée de projets plus large, un meilleur salaire, mon nom sur des demandes de subventions importantes. Mon superviseur m'a dit que je m'étais distingué par ma concentration au cours des derniers mois. Que je faisais le genre de travail que des personnes travaillant dans le domaine depuis 2 fois plus longtemps s'efforçaient encore d'accomplir. J'ai fêté ça en emmenant Petra dîner dans un bon restaurant. Elle a rencontré 2 de mes collègues au bar ensuite et a réussi à les charmer tous les 2 tout en tenant sa place dans une conversation sur la cinétique des enzymes, domaine dans lequel elle n'avait aucune expérience mais qu'elle suivait en posant exactement les bonnes questions. J'ai observé cela de l'autre bout du bar et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, solidement et silencieusement. La thérapie était passée à un rythme véritablement mensuel. Je dormais sans difficulté. Pas de pensées intrusives tournant en boucle à 3 heures du matin. Pas de colère latente que je devais contourner tout au long de mes journées. Juste une avancée nette. Vous avez traité cela d'une manière remarquablement saine, a dit ma thérapeute. La plupart des gens dans votre situation seraient encore en pleine lutte active. La plupart des gens sont probablement retournés en arrière. Beaucoup le font, oui. Je ne suis pas fait pour ça. Non, a-t-elle convenu avec quelque chose qui aurait pu être de la chaleur? Vous ne l'êtes vraiment pas. Ce printemps-là, Petra et moi avions trouvé le rythme facile de ceux qui ont décidé,
sans l'annoncer, qu'ils allaient continuer ainsi. Les samedis matins au café à 2 rues de mon appartement étaient devenus les nôtres. Elle commandait un cortado. Je prenais un americano. Nous lisions ou parlions, ou faisions les deux à tour de rôle, et cela avait la qualité de quelque chose qui n'a pas besoin d'être expliqué ou justifié. Ça fonctionne tout simplement, et vous savez que ça fonctionne, et cela suffit. Un samedi, elle a posé sa tasse et m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui a décidé de dire quelque chose qu'il garde pour lui depuis un moment. Je veux te dire quelque chose, a-t-elle dit, sur la raison pour laquelle j'ai accepté de prendre un café avec toi après la conférence ce soir-là. J'ai supposé que c'était ma connaissance encyclopédique de la dégradation des protéines. Elle a souri. Ça a aidé. Elle a fait tourner la tasse dans ses mains. Je faisais les rencontres classiques depuis environ 2 ans après la fin de ma dernière relation sérieuse. Les applications, les rendez-vous arrangés par des amis, tout le circuit. J'en étais épuisé. Pas de faire des rencontres, mais de la performance que cela impliquait. Tout le monde se présente comme une version soignée de lui-même. Tout le monde optimise pour faire bonne impression. Tu ne pouvais jamais dire ce qu'il en était réellement avant d'avoir déjà passé du temps à découvrir que ce n'était pas ce à quoi ça ressemblait. Je connaissais ce sentiment sous un angle différent du sien. Une collègue m'a parlé de Singletune.com, a poursuivi Petra. Elle a dit que ça fonctionnait différemment des applications habituelles. Que ce n'était pas seulement matché sur des photos de profil et quelques lignes de texte en espérant que ça marche. Que ça filtrait en fait la compatibilité avant même que vous ne preniez contact. Alignement comportemental. Profil vérifié, évaluation de compatibilité réelle. Elle appelait ça du matching calibré. Petra a fait une pause. J'étais sceptique au début. Je trouvais que ça sonnait clinique. Mais elle a dit que l'aspect clinique était justement le but. Elle disait qu'elle préférait avoir une correspondance clinique plutôt qu'une émotionnelle qui s'effondre en 6 mois parce qu'aucun de vous ne savait vraiment à qui il parlait. Alors tu as essayé. J'ai essayé. Et la raison pour laquelle j'ai accepté de prendre un café avec toi après la conférence n'était pas seulement que tu étais le gars intéressant qui s'y connaissait en préservation des protéines. Quand j'ai regardé ton profil, quelque chose dans la façon dont tu avais répondu aux questions de compatibilité m'a semblé vrai. Pas d'argumentaire de vente, pas de performance. Tu ressemblais à quelqu'un qui avait arrêté d'essayer d'être impressionnant et qui disait juste la vérité. C'est logique, je le suis, ai-je dit. J'en avais fini avec les performances. Ça se voyait. Elle m'a regardé directement. Ma collègue a cette phrase qu'elle utilise. Elle dit que l'application a calibré nos vibrations avant même que nous nous rencontrions. Pas de parasite, juste une vraie fréquence. Ce qui ressemble à quelque chose inventé par une équipe marketing. Jusqu'à ce que tu fasses l'expérience de ce que ça signifie. J'ai pris le temps d'assimiler cette formulation. Singletune, ne vous contentez pas de dater. Calibré. Astérisque. J'avais vu le slogan quand j'avais fini par créer mon propre profil quelques mois avant la conférence, attiré précisément pour la raison décrite par Petra. J'en avais fini avec les connexions qui dépendaient de la performance et de la gestion de son image. Je voulais moins de bruit. Je voulais un vrai signal. Ce que je ressentais en m'asseyant face à elle dans ce café, c'était quelque chose que je ne pouvais appeler que clarté clinique. Pas froideur, c'est différent. Clinique dans le sens de précis. L'absence d'interférence. 2 personnes qui avaient toutes 2 traversé suffisamment de bruit pour avoir cherché indépendamment un moyen de filtrer pour obtenir quelque chose de réel, et qui s'étaient d'une manière ou d'une autre trouvés grâce à cela. L'approche d'accordage pour célibataires nous avait donné quelque chose que je ne me savais pas capable de vouloir, une connexion sans parasite. Et cette absence de parasite, ai-je réalisé en étant assis là avec mon café qui refroidissait, était ce qui m'avait réellement sauvé de marcher vers une autre trahison. Pas la prudence, pas le cynisme. Juste le vrai signal. La chose réelle, clairement reçue. Je suis heureux que tu en aies eu marre de la performance, ai-je dit. Elle a pris son café. Moi aussi. Je suis heureuse que tu en aies eu marre, toi aussi. Mais Donovan a encore envoyé un email. Ton père a eu une vraie crise cardiaque. Il est stable. Ils sont intervenus à temps, mais c'était grave. Ta mère dit aux gens qu'elle veut juste entendre ta voix. Une fois, juste une fois. Je sais que tu ne vas rien faire de ça.
Je te le dis quand même. Je l'ai lu 2 fois. Mon père avait fait son choix. Il était resté en retrait lors de cet appel téléphonique, suggérant comment me gérer, participant à la décision que je n'avais pas le droit de savoir ce qui se passait dans mon propre mariage avant que tous les autres n'aient décidé comment le présenter. Il vivait avec ce choix maintenant. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une relation de cause à effet. Je n'ai pas appelé. 1 an. Je me suis assis dans mon appartement un mardi matin avec un café et je me suis permis de vraiment marquer la date. 1 an depuis que j'avais quitté en voiture le quartier où j'avais vécu pendant 8 ans, avec un sac de sport, 2 boîtes et un tout nouveau numéro de téléphone. Au cours de cette année, une promotion. Une nouvelle ville qui avait commencé à me sembler mienne. Un petit cercle de personnes qui me connaissaient juste pour moi. Sans le contexte de tout ce qui avait précédé. Une thérapeute dont j'étais essentiellement en train d'obtenir mon diplôme. Et Petra, qui connaissait toute l'histoire et avait choisi de rester malgré tout. Elle est passée ce soir-là. Je lui ai dit quelle date c'était. Elle m'a regardé attentivement. Comment te sens-tu? Bien. Vraiment, sincèrement bien. Pas de regrets? Seulement de ne pas les avoir vus clairement plus tôt. Elle m'a embrassé et a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Tu es un peu remarquable, tu le sais ça? Je ne savais pas quoi répondre à cela. Alors je l'ai juste serré dans mes bras un moment, ce qui a semblé suffire. Août. L'email le plus détaillé de Donovan à ce jour. Je ne sais même pas pourquoi je continue d'envoyer ça, mais voici où en sont les choses. Callum et Lena ont rompu. Il vit seul maintenant, a perdu son travail. Quelque chose à propos d'une plainte pour éthique dans son entreprise. Quoi que ça veuille dire. Il boit beaucoup. Voit à peine le gamin. Lena est pratiquement une mère célibataire à ce stade. Elle vit toujours chez tes parents. Tes parents essaient de tout maintenir à flot. Mais ils tournent à vide. Ta mère n'a pas renoncé à essayer de te trouver. Je crois qu'elle a engagé un détective privé. Toute cette histoire les a tous détruits. Tous. J'imagine que c'était le but, non? J'ai fixé cette dernière ligne pendant un long moment. Ce n'était pas le but. Le but, c'était que je voulais continuer à exister sans des gens qui avaient décidé que j'étais remplaçable. Tout ce qui leur est arrivé après mon départ, c'était la conséquence d'un choix qu'ils ont fait avant même que je ne franchisse la porte. Je n'ai pas causé leur destruction. J'ai juste arrêté de l'absorber. Sans moi pour stabiliser ce qui était déjà en train de s'effondrer, la structure a révélé ce qu'elle avait toujours été en dessous. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, mon avocate a appelé. Mercredi, pile à l'heure. Votre mère a engagé un détective privé pour vous localiser. Nous avons mis fin à cela par des voies légales, mais ils intensifient leurs efforts. Ils essaient de faire valoir qu'ils ont besoin de votre localisation pour des raisons de planification successorale. Ça ne tiendra pas. Mais ils déposent la requête. Que recommandez-vous? Des ordonnances restrictives, une documentation exhaustive. Rendez-leur la tâche légalement coûteuse s'ils continuent. Faites-le. Cela fermera définitivement toute porte vers la réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation. Elle n'a juste pas encore accepté le résultat. Faites-le. Une longue pause. D'accord. Je vais préparer les papiers. J'ai raccroché et me suis tenu à la fenêtre de mon bureau. Plate, brune, aride. Rien à voir avec chez moi. Mon téléphone a vibré. SMS de Petra. Dîner ce soir? Envie de parler de quelque chose? J'ai souri. Bien sûr. Chez toi ou chez moi? Chez moi, 19h. Je fais des pâtes. Quoi qu'elle veuille dire, ce serait vrai. Ça l'était toujours avec elle. C'était la chose sur laquelle j'en étais venu à compter le plus. Pendant le dîner, elle m'a dit, avec le soin spécifique de quelqu'un qui a répété comment dire quelque chose qu'il n'est pas sûr de devoir dire, qu'elle avait fait une recherche sur mon ancien nom par curiosité. Qu'il y avait un fil de commentaires quelque part. Donovan avait apparemment posté quelque chose de vague sur le fait d'avoir croisé un vieil ami au Nouveau-Mexique, et quelqu'un avait demandé si c'était moi. Ils connaissent l'État, ai-je dit, en assimilant l'information. Pas de ville, pas d'adresse, pas de numéro. Mais ils s'approchent. Ils essaient. C'est différent de me trouver réellement.
Je les regardais. Je suis un fantôme pour eux. Savoir dans quel état je suis ne change rien à cela. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table et a pris la mienne. Tant mieux, a-t-elle dit, parce que je ne te partage pas avec des gens qui t'ont jeté. J'ai tenu sa main. Quelque chose avait changé en moi. Pas de façon dramatique, pas au cours des 5 dernières minutes, progressivement sur des mois sans un moment précis que je pourrais pointer du doigt. Je ne faisais plus que survivre. Je vivais véritablement. Il y avait une vraie différence entre ces deux choses, et je pouvais la ressentir clairement. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai regardé l'écran et je l'ai envoyé vers la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau, même numéro. J'ai éteint le téléphone complètement. Quoi qu'ils aient à dire, ils pouvaient le dire à personne. 2 ans plus tard, une autre promotion. Chef de recherche principal. Ma propre équipe, mon propre budget de projet. Le genre d'envergure qui représente une véritable confiance institutionnelle d'une manière qui ne peut être simulée. J'ai emmené Petra dîner pour fêter ça. Elle avait été patiente pendant la période brutale des longues semaines lors de la phase critique du projet. Patiente pour beaucoup de choses en général. De la manière spécifique à quelqu'un qui a décidé que ce que vous construisez ensemble vaut la peine d'attendre. Je suis fier de toi, a-t-elle dit en levant son verre. Je n'y serais pas arrivé sans toi pour me garder calibré. Elle a ri de ce mot. Nous en étions venus à l'utiliser parfois entre nous comme un raccourci pour quelque chose de spécifique. La chose qu'elle avait décrite ce samedi matin au café. Calibré, accordé, du signal sans parasite. Tu étais déjà calibré, a-t-elle dit. J'ai juste veillé à ce que rien ne te fasse perdre la fréquence. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. Cette femme qui connaissait toute l'histoire, dans ses moindres détails. Et qui n'avait pas essayé une seule fois d'en adoucir les contours ni de suggérer que je pourrais un jour voir les choses différemment, ou de me pousser vers une version de résolution qui serait plus facile à comprendre pour les autres. Elle avait reçu ce que je lui avais donné. Les faits, les choix, les conclusions. Et elle les avait compris comme étant miens. Je voulais la garder. Pas de façon désespérée, pas en m'y accrochant, de la manière propre et posée dont on s'accroche à quelque chose de vrai parce que ça en vaut réellement la peine et qu'on le sait sans avoir besoin de s'en convaincre. Les emails de Donovan continuaient d'arriver tous les quelques mois. Je ne répondais jamais, mais je les lisais. Une surveillance passive à une distance de sécurité. Callum a perdu un autre emploi. Il travaille à temps partiel quelque part. Boit la plupart des soirs. Voit à peine son enfant. Lena a du mal, parent isolé en gros, vit toujours avec tes parents. Ils aident avec le bébé. Mais c'est tendu. Elle dit aux gens que son ex-mari les a abandonnés. Certains la croient. La plupart ne la croient pas quand ils entendent toute l'histoire. Tes parents ont l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 2 ans. Ton père prend 3 médicaments. Ta mère parle toujours de toi comme si tu allais finir par revenir. Les gens de leur église savent ce qui s'est passé. Tout le monde est poli. Mais il y a de la distance. Des parias sociaux, en quelque sorte. Je lisais ces mises à jour comme on lit les bulletins météorologiques d'un pays d'où l'on a émigré. Factuel. Distant. Pas mon problème. La famille qui m'avait exclu se consumait elle-même. Je ne ressentais rien à ce sujet. Pas de satisfaction, pas de justification. Juste la confirmation silencieuse de ce que j'avais déjà compris. Que la pourriture était là bien avant que je ne franchisse la porte. Mon absence n'avait fait que retirer ce qui soutenait discrètement une structure qui n'avait jamais été réellement saine. Une invitation est arrivée au bureau de mon avocate. Ma cousine Flynn se mariait. Ils avaient réussi à obtenir son adresse d'une façon ou d'une autre, ce qui signifiait que quelqu'un avait cherché des points d'accès. Flynn avait toujours été correct avec moi. L'invitation incluait un accompagnant. L'avocate a appelé pour me prévenir. Voulez-vous qu'elle soit transmise? Envoyez une carte cadeau. Sans adresse de retour. Je n'y vais pas, votre mère y sera. Elle espère probablement que vous vous y présenterez. Je sais. Envoyez la carte cadeau. L'email de Donovan après le mariage fut le plus long qu'il m'ait envoyé. Ta mère s'est tenue près de l'entrée pendant toute la cérémonie, regardant chaque personne entrer. Ton père n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Quand il est devenu clair que tu ne viendrais pas,
Ta mère est restée aux toilettes pendant un long moment et n'est pas sortie en bonne forme. Callum s'est pointé ivre, a commencé à crier à la réception quelque chose sur le fait que tu es ingrat, que tu as abandonné tout le monde. Le père de Flynn a dû l'escorter dehors. Ça a mis tout le monde mal à l'aise. Ton cousin t'a d'ailleurs mentionné dans son toast. A dit qu'il aurait aimé que tu sois là. Et ta mère s'est mise à pleurer là, juste devant tout le monde. C'était brutal. Les gens connaissent toute l'histoire maintenant. Ils s'effondrent, tous. J'ai fermé l'email et me suis assis à côté de Petra, qui lisait sur le canapé. Ton ancienne famille, a-t-elle demandé sans lever les yeux. Juste des nouvelles. Mauvaises pour eux. Pas pour moi. Elle a posé son livre et m'a regardé. Tu ne parles jamais vraiment d'eux. Pas grand-chose à dire. Ce sont des étrangers qui partagent mon ADN. Elle a étudié mon visage. Et tu ne ressens vraiment rien? Pas même une petite curiosité? Ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien. Nous vivons tous avec les conséquences. C'est toute l'histoire. Elle a embrassé mon front et a repris son livre. J'ai remarqué que j'avais dit ancienne famille, comme si la possibilité d'une nouvelle était déjà intégrée dans ma formulation. Cette pensée ne m'a pas troublé du tout. Octobre. Ma thérapeute et moi avons convenu de passer à un rendez-vous tous les 2 mois. Vous êtes l'une de mes réussites, a-t-elle dit, non pas avec sentimentalisme, mais de façon pratique. Vous avez identifié un système toxique, vous vous en êtes retiré complètement, et vous avez construit quelque chose de fonctionnel à la place. La plupart des gens qui ont traversé ce que vous avez traversé seraient encore dans la phase aiguë. Ou bien ils seraient retournés en arrière. Je ne suis pas fait pour retourner en arrière. Non, a-t-elle dit, vous ne l'êtes vraiment pas. Et ce n'est pas un défaut. J'ai quitté son cabinet et j'ai conduit jusqu'à une bijouterie. J'ai passé 1 heure à trouver quelque chose de simple et de juste. Des lignes épurées, des matériaux de qualité, rien d'élaboré. Le genre de bijoux que Petra porterait réellement tous les jours sans avoir à y penser. Je l'ai acheté cet après-midi-là. Novembre. Nous faisions une randonnée dans les monts Sandia. À une altitude suffisante pour que la ville en contrebas ressemble à une carte. Tout en quadrillage et en lumière lointaine. Le soleil descendait, doré, à travers les rochers. J'ai arrêté de marcher. Je veux construire une vie avec toi, ai-je dit. La vraie vie. Pas le genre qu'on joue. Le genre où nous sommes vraiment nous-mêmes et où ça marche vraiment. Elle m'a regardé. Oui, a-t-elle dit, avant même que je n'ai terminé ma phrase. Nous avons appelé sa famille ce soir-là. Sa mère s'est mise à pleurer avant que Petra n'ait terminé son explication. Son père a fait des blagues. Sa sœur est immédiatement passée à la logistique. Ils étaient ravis, sincèrement, sans aucune comédie. À la manière de gens qui s'apprécient vraiment et qui se réjouissent de quelque chose de bon. Après avoir raccroché, Petra m'a regardé. Tu veux prévenir ta famille? Je n'ai pas de famille à prévenir. Une pause. Je tais-toi, ai-je dit, et la tienne s'ils veulent bien de moi. Elle m'a attiré vers elle et ne m'a pas lâché pendant un moment. La planification du mariage a été simple. Petite cérémonie. Sa famille. Mes collègues du labo et de la succursale. Les amis que je m'étais fait ici en partant de zéro. Dans un endroit où personne ne connaissait l'avant. 50 personnes. Chacun d'entre eux présent parce qu'il en avait envie. Sa mère a posé des questions sur ma liste d'invités lors d'un dîner, par curiosité sincère plutôt que pour fouiner. Des amis du travail. Pas de famille de mon côté. Même pas, elle s'est reprise, puis doucement, même pas tes parents. La main de Petra a trouvé la mienne sous la table. Nous sommes brouillés, ai-je dit, définitivement. Le visage de sa mère s'est adouci. Je suis désolé, mon chéri. Je ne le suis pas. La conversation a repris sans aucune gêne. Ils ont absorbé l'information et ont continué, comme le font les gens bien. Sans en faire un problème à examiner, à réparer ou à ressasser. J'ai sincèrement apprécié cela, plus que je ne l'ai dit. Décembre. 2 ans et demi depuis mon départ. L'avocate a appelé avec du nouveau. Ma mère avait restreint sa recherche à la ville. Elle avait appelé les institutions de recherche d'Albuquerque. Demandant si quelqu'un portant mon nom y travaillait. Elle n'était pas encore tombée sur le bon endroit,
Mais ça finirait par arriver. Les ordonnances restrictives sont prêtes à être déposées dès qu'elle intensifiera ses efforts. Les lettres de mise en demeure sont déjà parties. Déposez-les. Cela ferme définitivement toutes les portes. Elles sont déjà fermées. Elle n'a juste pas encore accepté le résultat. Une pause, puis, vous allez vous marier. Oui. Félicitations. Une autre pause. Votre nouvelle famille vous mérite plus que l'ancienne. Merci. Après avoir raccroché, j'ai tout dit à Petra, plus tard dans la soirée. Est-ce que ça t'inquiète qu'il se rapproche? Non. Savoir dans quelle ville je suis ne me rend pas joignable. Elle est restée silencieuse un moment, puis, tant mieux. Parce que je ne te partage pas avec des gens qui t'ont jeté. Tu n'auras pas à le faire. Elle m'a serré contre elle et a tenu bon. Nous nous sommes mariés en avril dans un jardin botanique de la vallée du Rio Grande, par une matinée qui était tout juste assez chaude et qui sentait la floraison imminente. Petra portait une robe simple. Je portais un costume que j'avais choisi moi-même et qui me plaisait vraiment. Son père l'a accompagnée jusqu'à l'hôtel avec l'expression déterminée d'un homme qui a décidé qu'il n'allait absolument pas pleurer. Une décision qui ne tenait pas la route. Sa mère avait déjà complètement abandonné cet objectif précis et n'essayait pas de le retrouver. Je me tenais à l'avant et je regardais Petra s'avancer vers moi, en pensant, voici à quoi ressemble la vraie version. Deux personnes qui se sont vraiment vues. Les parties moins brillantes, l'histoire compliquée, les choses qui ne font pas bonne impression au premier abord, et qui se sont choisies quand même, en toute connaissance de cause et sans aucune comédie. Les vœux étaient courts et c'étaient les nôtres. Nous avons signé le certificat. Sa famille a applaudi. La lune de miel fut de 2 semaines dans le Colorado. Des montagnes, des matins froids et clairs, des journées de randonnée et des soirées à lire au coin du feu dans le chalet en location. Rien de programmé, aucune performance. C'était exactement ce que nous voulions tous les deux, ce qui était une chose qui me surprenait encore parfois de voir comment nous avions réussi à le faire ensemble. Vouloir la même chose sans avoir à négocier pour l'obtenir. Un soir, elle parcourait les photos du mariage et m'en a montré une de nous riant aux éclats à la réception, pris au dépourvu par quelque chose que son oncle avait dit. « Tu as l'air heureux », a-t-elle dit. « Je suis heureux. Il y a 3 ans, tu étais marié à quelqu'un d'autre. Il y a 3 ans, je vivais avec des étrangers en les appelant famille, je jouais ma vie au lieu de la vivre de l'intérieur. » Elle a posé le téléphone. « Penses-tu jamais à eux ? Parfois je me souviens de leur existence de la même façon que je me souviens de l'existence de mon ancien appartement. Quelque chose qui était pertinent avant et qui ne l'est plus. » Elle m'a embrassé. Bonne réponse. À notre retour du Colorado, le dernier email de Donovan nous attendait. J'arrête ces mises à jour. Tu ne les lis de toute évidence avec aucun sentiment qui s'y rattache et j'ai commencé à penser que c'est probablement ainsi que cela doit être. Mais voici le dernier pour ce que ça vaut. Tes parents ont déménagé. Une plus petite ville. Une plus petite maison. La santé de ton père ne s'est jamais complètement rétablie. Ta mère a l'air beaucoup plus vieille que son âge. Cal a épousé Lena. Je pense que c'était par culpabilité ou par obligation, ou les deux, et ils ont divorcé 8 mois plus tard. Il vit seul. Travaille dans la vente au détail quelque part. Boit la plupart des soirs. L'histoire de l'enfant prodige est complètement terminée. Lena élève son enfant presque seule. Tes parents aident quand ils peuvent mais c'est tendu. Elle fait des rencontres mais rien ne dure. L'histoire la suit partout où elle va et les gens la connaissent. La petite a 3 ans maintenant. Je sais que tu ne te poses probablement pas la question. Mais elle existe. C'est mon dernier email. Prends soin de toi. Je le pense sincèrement. Je l'ai lu une fois, j'ai fermé la fenêtre, et je n'ai pas répondu. Petra était de l'autre côté de la pièce en train de défaire le dernier sac du voyage. Des nouvelles de chez toi, a-t-elle demandé. Pas de chez moi, ai-je dit. Juste des nouvelles. J'y ai réfléchi un instant. Mauvaise pour eux. Rien pour moi. Elle n'a pas demandé de détails. Elle comprenait que certaines portes restent fermées pour des raisons qui n'ont pas besoin d'être expliquées, et que les comprendre n'est pas la même chose qu'avoir besoin de les rouvrir. Cela avait toujours été l'une des choses que j'appréciais le plus chez elle. 6 mois après le mariage, Petra m'a annoncé au petit déjeuner qu'elle était enceinte. Nous avons conduit jusqu'à chez sa mère le soir même pour l'annoncer à la famille en personne.
Sa mère s'est mise à pleurer avant que Petra n'ait terminé sa phrase. Des larmes de bonheur débordant, le genre qui signifie que tout va bien. Son père a immédiatement enchaîné avec des blagues sur les privilèges de grand-père et sur la sécurisation de la maison. Sa sœur a commencé à planifier la baby shower avant même qu'on ne le lui demande. Quelqu'un a demandé si nous l'avions dit à ma famille. Nous ne nous parlons pas, ai-je dit simplement. Plus jamais, a demandé sa mère doucement. Plus jamais. Elle a tendu la main et l'a posée sur la mienne. Tant pis pour eux. C'était exactement la chose juste à dire. Je n'avais pas les mots pour dire à quel point c'était important d'entendre quelqu'un le dire aussi clairement. 3e promotion avant l'arrivée du bébé. Niveau directeur, plusieurs équipes, budget important, le genre d'envergure qui représente une véritable confiance institutionnelle. Le genre de poste auquel j'avais pensé de manière théorique dans mon ancienne vie, à l'époque où une trop grande part de mon énergie était consacrée à gérer des dynamiques que je ne pouvais pas contrôler, à absorber les retombées de personnes en qui j'avais confiance. À être le pilier d'un système qui dépendait de ma stabilité tout en me traitant comme ultimement remplaçable. Quand on supprime le bruit, le signal passe. Un soir, au 8e mois de la grossesse, j'étais assis à la table de la cuisine après le dîner, avec le journal que je tenais depuis les premières semaines de thérapie. Petra dormait. L'appartement était silencieux de ce silence particulier de fin de nuit, tout était calme et précis. J'ai écrit une chose sur laquelle je réfléchissais depuis un moment. Les gens s'attendent à ce que les conséquences fassent du bruit. Ils s'attendent à la confrontation, au discours, aux accusations, à la scène où tout est dit et reconnu, et où quelqu'un perd formellement. Mais ce ne sont pas de vraies conséquences. C'est une conclusion pour eux. Ça leur donne quelque chose à quoi réagir, un script à exécuter, une façon de rester dans l'histoire. Les vraies conséquences sont plus silencieuses. Vous cessez d'exister pour eux. Complètement et de manière permanente. Ils voulaient que je me batte parce que me battre aurait signifié que je pensais encore qu'ils en valaient l'énergie. Je ne me suis pas battu. Je suis parti. Et c'est cette absence, totale, inopinée, implacable, qui les a réellement atteints. Ils vivent avec le poids de cela. Les appels sans réponse, l'adresse inconnue, les interrogations. Moi, je ne vis avec rien de tout ça. Je suis passé à autre chose sans leur pardonner, sans en avoir besoin, sans penser beaucoup à eux. Toute la différence est là. Le but n'a jamais été de les blesser. Le but était de survivre. De sortir d'un système qui avait tranquillement décidé que j'étais remplaçable et de construire quelque chose de vrai de l'autre côté. Il s'avère simplement que la survie, quand vous la faites de manière complète et propre, est son propre verdict. J'ai fermé le journal et j'ai regardé autour de l'appartement. Les photos de l'échographie de Petra sur le réfrigérateur. Notre photo de mariage sur le mur. Une carte de sa mère concernant la baby shower à venir poser sur le comptoir. Un SMS d'un collègue sur mon téléphone à propos des projets du week-end. La vie était pleine, chaleureuse, véritablement réelle. Tout ce que j'avais fui était devenu cendre. Tout ce que j'avais construit ici était solide. Petra est sortie de la chambre dans la lumière de la lampe, la main posée sur son ventre, plissant les yeux de sommeil. Encore debout? J'écrivais juste. Elle est venue s'asseoir à côté de moi sur le canapé, a posé sa tête sur mon épaule. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Te demandes-tu parfois si tu as fait le bon choix, m'a-t-elle demandé. Doucement, sans chercher la confrontation, se posant vraiment la question. Le genre de question qui vient du fait de se soucier de quelqu'un plutôt que de douter de lui. J'y ai réfléchi. La vraie version. Puis je l'ai regardé, j'ai regardé la vie que nous avions construite, la personne qui approchait de l'intérieur, prévue pour dans 6 semaines, qui naîtrait dans quelque chose de concret. Tous les jours, ai-je dit. Et tous les jours je sais que oui. Elle a souri et a embrassé ma joue. Tant mieux, parce que je te garde. C'est logique, ai-je dit. Je te garde, moi aussi. Nous sommes restés assis là, dans ce silence spécifique qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent vraiment. Pas le confort joué de 2 personnes essayant de paraître bien, mais le vrai confort. Le genre qui se mérite. Le genre qui signifie que rien n'a besoin d'être dit parce que tout ce qui compte est déjà compris entre vous. Dehors, la ville continuait sa nuit. Des gens dans leur vie, faisant leur choix, construisant ce qu'ils étaient en train de construire. Quelque part à 3 états de là, dans une maison qui était devenue plus petite et plus silencieuse au fil des ans,
une femme était assise avec un téléphone sur les genoux. Elle connaissait toujours le numéro par cœur. Elle l'essayait encore parfois, sans être tout à fait sûre de la raison, car l'espoir ne répond pas toujours à la logique. La voix qui répondait était toujours la même. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Si vous pensez avoir atteint ce message par erreur, veuillez vérifier le numéro et réessayer. Elle l'avait entendu des centaines de fois, peut-être plus que ça maintenant. Dans une autre pièce, son mari prenait ses médicaments du soir dans le pilulier sur le comptoir, qui contenait 4 ordonnances différentes. Leur autre fils n'avait pas appelé depuis des semaines. Leur petite fille dormait à l'étage, sa mère épuisée dans la chambre d'à côté. Il y avait une boîte dans le placard. Des cartes de Noël d'il y a des années. Une photographie de famille d'un quelconque dîner de fête. Tout le monde autour d'une table, tout le monde souriant, tout le monde ensemble. Elle la regardait parfois, essayait de remonter le temps, essayait de trouver le moment exact où ce qu'ils étaient avait cessé de correspondre à ce qu'elle croyait qu'ils étaient. Elle n'a jamais pu le situer. De retour à Albuquerque, j'ai éteint la lampe et j'ai aidé Petra à se mettre au lit. Je suis resté allongé dans le noir, à écouter sa respiration se régulariser vers le sommeil, en pensant au rendez-vous de jeudi, au prénom sur lequel nous ne nous étions toujours pas tout à fait arrêtés. À savoir si le berceau que sa sœur avait choisi rentrerait dans le coin près de la fenêtre ou si nous devrions repenser entièrement l'agencement de la chambre. Pas à eux. Jamais à eux. Je n'avais pas gagné en brisant quoi que ce soit. Ils avaient fait cela entièrement seuls, avec des choix qui précédaient mon départ selon les critères que vous voulez utiliser. J'avais gagné en construisant quelque chose de meilleur, quelque chose de vrai, de solide et à moi, construit à partir de rien dans une ville qui ne signifiait rien pour moi avant que je ne la choisisse, avec une personne que j'avais trouvée grâce au signal et non au parasite, pièce par pièce. Jusqu'à ce que ce soit quelque chose valant la peine d'être réellement vécu de l'intérieur. Et puis j'avais fait la chose la plus simple. La chose la plus silencieuse. La chose que la plupart des gens n'arrivent pas à faire même lorsqu'ils savent qu'ils le devraient. J'avais simplement vécu dedans. Silencieusement. Complètement. Sans eux. Et chaque jour, sans exception, c'était suffisant.